Waouh, il y a eu genre un jet de poussière, ou alors c'était des pellicules qui étaient restées sur mes mains parce que j'ai touché mes cheveux, ça pourrait. Bonjour à tous, voilà le troisième vlog de ces semaines de confinement au cours desquelles je vous parle un petit peu de mes activités. Et donc pour ce troisième numéro, on va parler de ma pratique d'écriture. Alors ce sera beaucoup moins spectaculaire, sympathique à monter que les deux précédents vlogs où j'avais un petit peu des illustrations, des trucs, tout ça. J'essaierai peut-être de ratisser mes fonds de tiroir pour trouver des trucs à vous montrer, mais à mon avis ce sera moins excitant. Alors je vous ferai des petits intertitres, j'ai essayé d'organiser la chose avec plusieurs parties. Donc j'ai fait, si vous avez tout suivi, premier vlog sur ma pratique de bande dessinée, une liste pour préparer cette vidéo, pour l'organiser, une liste qui équivaut un petit peu à un plan. Alors on va commencer par présenter ma pratique d'écriture, d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Je pense, je le dis maintenant, que je vais ouvrir une petite boutique Utip avec des textes à prix libre, si ça vous intéresse. Peut-être d'ici à ce que la vidéo soit montée et sortie, il y aura la boutique ouverte, donc je vous mettrai le lien en description, je vous indiquerai le truc et voilà. J'ai toujours écrit des petits machins quand j'étais enfant, je créais des livres en pliant des feuilles à 4 en 2 et en les illustrant. Mais je pense que ma pratique d'écriture s'est vraiment intensifiée et est devenue plus sérieuse à partir du moment où j'ai fait de la fanfiction. Donc début collège, ça devait être vers mes 12-13 ans. J'ai fini ma première fanfiction, qui était nulle à chier. Comment elle s'appelait déjà ? Je ne sais plus. Elle était pas bien. J'ai assez tôt commencé à écrire des textes originaux et le premier que j'ai fini, du coup, c'était en 3e. J'ai fini un texte qui s'appelait Les 5 clés de la raison ou un truc comme ça. Ma mère trouvait ça très psychanalytique, elle était très contente de ce roman. C'est pas un titre très avenant, très accrocheur, je trouve, maintenant. Le premier roman fini, on finit pas un roman, on le laisse. Et que j'ai envoyé à un éditeur, c'était Vision Vermeille, c'était en terminale que je l'ai envoyé. À côté, j'écrivais toujours des fanfics, j'écrivais toujours des BD, j'avais fait une grosse BD dans ces années-là, enfin c'était toujours en parallèle d'autres pratiques. Et puis dans mes années fac, j'ai réussi à finir plusieurs romans sans tous les envoyer. C'est dans ces années-là que j'ai commencé à avoir une pratique d'écriture rémunérée, parce que j'écrivais des articles pour un web magazine dont on ne va pas mentionner le nom. Et j'avais aussi d'autres pratiques d'écriture, évidemment j'écrivais pour la fac. J'ai commencé à écrire des vidéos. J'ai eu une première chaîne de vidéos en anglais. Un jour peut-être je vous en parlerai en détail. Et donc j'écrivais des vidéos dès ces années-là. Je faisais pas mal de concours de nouvelles. J'ai eu plusieurs nouvelles qui ont été récompensées dans des petits concours, quelquefois quand même des concours nationaux. J'écrivais des pièces de théâtre. J'avais ma troupe de théâtre dont j'ai parlé dans la vidéo sur le drag, et donc j'écrivais des pièces de théâtre. Quelquefois c'était de l'écriture collaborative, et il y a la dernière pièce que j'ai écrite quand même, c'était full alexandrin. Bref, un autre truc. Donc, je revenais à ça, qui dans ces années-là m'a permis de stabiliser ma pratique d'écriture et disons d'adopter certains rituels, c'est le NaNoWriMo, National Novel Writing Month, donc défi mois national, mais du coup c'est international, mois international d'écriture de romans, où le défi c'est d'écrire 50 000 mots par jour, et il y a un site internet où tu peux rentrer le nombre de mots que tu as écrit par jour, et vraiment l'idée c'est d'être dans une espèce de vague collective d'écriture où ce qui compte ça va pas être de te regarder le nombril en te disant oh c'est pas assez bien machin, c'est juste d'écrire, et puis à la fin tu te rends compte que hey c'est pas si mal, et donc c'est vraiment cool. Je trouve que c'est très boostant, et en général je torche du coup un roman pendant le nano. J'ai réussi tous les nanos que j'ai fait, et j'en fais depuis 2013. Il y en a pas mal dedans qui ont abouti à des romans finis en fait. Finis, ou du moins où il y a un premier jet achevé, machin. Vous pouvez aller sur... J'ai un pseudo absolument abominable sur NaNoWriMo, c'est Nicolargol. Parce qu'on avait un trip sur Colargol, l'ourson Colargol avec une pote à l'époque. Le premier Cosplay Club, il est fini, je l'ai même retravaillé, après j'en ai refait une version, mais ça m'a pris des années, puisque pour le coup le premier jet de ce bouquin date du lycée, donc il était c'était très proche de mon vécu de l'époque. Bewitched, c'était une fanfiction Harry Potter sur Cho Chang, fini. Le voleur de destin, fini.
L'Académie Minerve, là en plus j'avais explosé mes stats, j'avais écrit 86 000 mots au lieu des 50 000, et bah donc ça a donné le roman qu'on connaît. Franchement ça a été un des projets les plus enthousiasmants que j'ai jamais fait, j'adore. J'ai adoré écrire l'Académie Minerve, ça a été un plaisir de ouf tout du long. À la base je l'avais appelé le Shonenjo, donc parce que c'est un shonen shoujo, un shonen où tous les personnages ont été genderbendés en meuf. J'ai envoyé l'Académie Minerve, que vous avez pu lire, parce qu'à un moment j'ai dit si vous voulez le lire, envoyez-moi un mail et je vous envoie le PDF, et j'ai eu une centaine de mails quand même de gens intéressés pour lire l'Académie Minerve, et j'ai eu un retour assez sympa d'un éditeur, et je me suis dit, mais c'était un refus, mais c'était un refus super sympa vraiment, et du coup je me suis dit je vais peut-être leur proposer de le retravailler et de le renvoyer. Ils m'ont dit ouais vas-y, enfin c'est pas genre une promesse d'édition, mais si tu veux le faire vas-y. Mais j'ai pas réussi à retravailler l'Académie Minerve encore, alors il est resté un peu en l'état. Le Club des copains, je l'ai pas fini celui-là, mais juste après j'ai enchaîné avec l'écriture du premier tome de Candomblé Tango, et Candomblé Tango je l'ai fini et il a trouvé un éditeur, puisque le voilà dans ma main. Oh là là, je l'ai écrit le mois d'après, parce que j'en avais marre du Club des copains, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'écrire ce roman, qu'il était trop déprimant, et donc j'en ai écrit un autre, et celui-là je l'ai fini. Ensuite j'ai Herbst Alcott, psychologue intergalactique pour être doué d'intelligence. Celui-là, il est pas fini, quasi fini, mais je l'ai retravaillé aussi pour une forme plus courte. Ensuite, j'ai le deuxième tome de Candomblé Tango, le vampire de Los Angeles. Ta ta ta. Et ensuite, cette année, mon projet, ça a été Candomblé Tango tome 3, Les Passeurs du Styx, et il est prévu pour septembre, donc il est aussi fini, enfin il est en train d'être retravaillé. Là j'attends le retour de ma bêta lectrice, ensuite du coup je vais corriger, j'envoie à l'éditeur et voilà. Donc du coup, pour arriver au fait que j'ai quand même réussi, à force d'envoyer des bouquins et d'essuyer balles de lettres de refus, à publier certains trucs. C'est pas... vous voyez, c'est Mix Édition, c'est pas une maison d'édition énorme. Elle est spécialisée à la base en homo-romance, même si elle s'élargit un petit peu, elle fait de la fantasy et tout ça. Mais donc j'ai cette maison d'édition, j'ai un autre bouquin qui est prévu pour cette année en théorie. Je sais pas trop si la crise sanitaire que nous traversons va influer sur la date de sortie. Faudrait que j'envoie un mail à mon éditrice pour savoir. Mais bref, je pense pas que je puisse vous en dire trop. J'en ai un autre prévu pour cette année. J'ai d'autres sorties en suspens pour une forme courte et pour un roman. Je pense que je vais réussir à le caser quelque part, mais peut-être pas vers la première ME où je l'ai envoyé. Enfin bref, pas mal de trucs. Donc vous pouvez voir que j'écris aussi assez rapidement. C'est tout, principalement je pense une question de tempérament, c'est-à-dire que je me lasse très vite. Donc souvent je rush, souvent je suis très à fond sur un truc et sur une certaine durée, et voilà. Et puis j'ai pas mal d'autodiscipline qui s'est développée au fil des années, qui est aussi liée au fait que j'ai eu une pratique professionnelle avec mes articles, que j'ai eu des deadlines qui étaient posés par la fac pour des textes qui n'étaient pas de fiction, mais tout de même qui demandaient des corrections et des trucs comme ça. Enfin bref, c'est tout ça en fait qui amène à cette rapidité, je pense. Mais je peux peut-être vous donner d'autres trucs. Donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui sera la boîte à outils. Comment développe-t-on ces outils d'auteur, d'auteurice? Alors, je pense que la base, ça va être vraiment de lire de tout, vraiment. Et lire surtout, particulièrement quelquefois, c'est pas forcément plaisant, mais hors de sa zone de confort. Je pense que c'est important de s'intéresser à tous les genres et à tous les styles. Je dis pas qu'il faut absolument que vous vous tapiez plein de bouquins historiques si vous en avez rien à battre des bouquins historiques, mais franchement, ça va vous aider, en fait. Je trouve qu'il y a un énorme savoir-faire chez les autrices harlequins. Parce que, en fait, souvent la romance est la base, mais il va y avoir plein d'autres gimmicks qui sont mis en place, et on voit quand même qu'elles ont, je vais dire un elles parce que c'est majoritairement des autrices, qu'elles ont assimilé plein de codes d'écriture qui viennent d'autres types de fiction. Et qui vont ressortir dans ces textes. Mais par contre, on s'en rend tout de suite compte si y a un bouquin, je sais pas, de romance, avec une scène d'action, écrite par quelqu'un qui a jamais lu de scène d'action, qui a jamais étudié comment on écrivait une scène d'action. Et puis je dis pas forcément étudier en mode disséquer tout ce que vous lisez,
Parce que juste les lire, ça fait que vous vous en imprégnez, en fait. Moi, maintenant, j'ai vraiment une lecture, mais c'est aussi lié au fait que je fais des études littéraires, hein, qui va être très très analytique de la construction d'un texte, comment la fiction est construite, c'est-à-dire comment les événements sont posés les uns après les autres, le nombre de pages, des choses très prosaïques, mais aussi comment l'écriture est construite, la part de dialogue, la part de narration, tout ça. Est-ce que c'est une écriture blanche ou est-ce que c'est une écriture qui va être marquée par des figures de style? Quelles figures de style? Lesquelles reviennent? C'est un automatisme chez moi maintenant, mais juste en lisant sans avoir forcément cette grille analytique, ce regard analytique, vous allez apprendre plein de choses, tout bêtement. Et puis même ça va vous inspirer, vous allez avoir des idées, vous allez lire, vous allez vous dire « Ah, ça c'est bien fait, mais moi j'aurais bien aimé si ça s'était passé comme ça ». Et puis ça peut être le départ d'un roman, parce qu'on n'invente rien de nouveau, ma bonne dame, on fait que reconstruire à partir de tropes, de motifs qui ont été posés par des gens il y a des millénaires. Et ça, il faut aussi se le dire. C'est pour ça que ça m'énerve énormément les gens qui font une distinction énorme entre l'écriture de fanfiction et l'écriture de roman, parce que pour moi c'est juste la même chose. Enfin, je pense aussi que j'écris des mauvaises fanfictions, mais il va y avoir des fanfictions qui ne peuvent pas se détacher de leur contexte, du média dont elles sont issues, et la plupart des fanfictions que j'ai écrites peuvent se lire indépendamment, je pense, d'une connaissance du média dont elles sont inspirées, sur lesquelles elles se basent. Fanfiction et roman, c'est souvent élaboré sur des univers préexistants en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de romans qui sont des fanfictions d'autres romans, ou des fanfictions de mythes, ou des fanfictions de faits réels, ou des fanfictions de vos potes même, enfin... On peut le voir comme ça. Enfin, c'est difficile de saisir l'objet fanfic. Il y a beaucoup d'académiques qui se cassent les dents là-dessus d'ailleurs. C'est assez intéressant. Moi-même, je galère à donner une définition claire et synthétique du mot fanfic. Et quand je le fais, souvent je suis frustrée. Je suis comme « Ouais, mais ça englobe pas ces fanfictions-là. Oui, mais dans ce cas-là, ça englobe ça aussi. » Enfin, c'est galère. La fanfic, tu sais ce que c'est si t'en fais et si t'en lis. Mais c'est difficile de te dire ce que c'est. Oui, donc déjà, premier outil, lire de partout. Ensuite, je l'ai un peu dit, essayer un petit peu d'analyser au bout d'un moment. Tu peux, si tu as un bouquin préféré, tu regardes un peu comment c'est fait, tu regardes comment c'est construit, tu regardes le nombre de pages, tu regardes combien de temps est dévoué à telle action, quel effet ça fait. Se poser ce genre de questions, ça peut être intéressant. Consommer de la fiction au sens large d'ailleurs, dans lire, je pense qu'il faut aussi regarder des films et tout ça, s'imprégner d'images qui vont changer de médium quand on va écrire, mais qui vont être là aussi dans notre création. Interagir avec d'autres auteurs, notamment le National Novel Writing Month est d'une grande aide. Les sites de fanfiction sont très cool aussi parce que ça permet des échanges sur des pratiques d'écriture qui sont motivées par le fait qu'on va écrire sur des choses que les gens ont envie de lire. En fait, on va écrire sur des relations amoureuses entre des personnages qui n'existent pas dans l'œuvre originale, on va écrire sur des essais et tout ça, et c'est moins difficile de vendre cette lecture-là à des gens que de vendre son idée originale, machin, qu'on a développée dans son coin. Voilà, ça permet des connexions faciles. Donc je pense que l'aspect communautaire de l'écriture est important. Je pense que si je dois donner un tip, c'est vraiment écrire aussi. Tu lis et tu écris. De ouf. Quitte à ce que ce soit des petits bouts disparats qui sont pas dans le bon ordre. Franchement, juste, il faut continuer, il faut écrire, c'est la base de toute pratique, mais spécifiquement pour l'écriture, les gens s'imaginent que en se mettant devant leur truc, d'un seul coup, ça va être, je sais pas, le tonnerre va gronder, un éclair va frapper la terre et ils vont pondre un chef-d'œuvre. Mais genre non, si on a ce genre de mythe horrible, on n'écrit jamais. On n'écrit jamais, ou alors on efface, on jette tout ce qu'on a fait. Je pense, la base c'est vraiment juste se dire qu'on va pas écrire, enfin, si il faut se le dire quelque part, il faut se dire je vais écrire un chef-d'œuvre, en être convaincu jusqu'à ce qu'on ait fini le truc, qu'on le regarde et qu'on s'est oh non, quelle horreur, ensuite tu laisses reposer. 6 mois plus tard, tu le regardes et t'es comme c'est pas si mal. Ou alors tu l'envoies à quelqu'un de bienveillant et tu lui dis s'il te plaît, ne nitpick pas, ne regarde pas tout ce qui est mauvais, dis-moi ce qu'il y a de bon là-dedans et cette personne peut le faire pour toi si t'as quelqu'un comme ça, c'est vraiment cool. J'ai des gens comme ça autour de moi et franchement, si j'avais pas un ego aussi surdimensionné sur ce que j'ai écrit grâce à LE, j'écrirais pas autant. Parce qu'à chaque fois ils me disent oh ça c'est tellement original, oh, ça c'est tellement intéressant, blablabla, et je suis comme je suis un génie, c'est la clé aussi. Mais j'ai de la chance. Hein. Les fanfics aident pour ça aussi. On rencontre des gens qui peuvent vous dire que ce que vous faites c'est génial. C'est super important.
pour écrire. C'est super important pour toutes les pratiques artistiques. Il faut un peu d'aveuglement, voilà. Boîte à outils, écrire, lire, avoir des échanges et un aveuglement sur soi. Voilà. Troisième partie, on fait une vidéo structurée. On va revenir sur mon processus d'écriture. Alors, je pense qu'il y a plusieurs approches de l'écriture, de la création. J'avais eu des échanges avec Chat, une des personnes avec qui j'écris depuis... J'ai écrit, on n'écrit plus trop ensemble, mais le plus longtemps. On s'est rencontrés en 2005 sur poudlard.org. Donc elle a connu, et j'ai connu, nos dossiers, nos premières fictions horribles. En vrai, Chat, elle écrivait bien déjà à l'époque, mais pas moi. Je suis sûre qu'elle se dit la même chose, mais bref. Elle a une approche où elle se dit que quand elle écrit, elle construit, elle fait une construction. Elle dit, c'est comme j'ai une boîte de Lego et je pose les éléments les uns après les uns sur les autres, je fais une structure et voilà ce que ça donne mon écriture. C'est ça pour elle, c'est une construction. J'avais lu qu'il y avait cette approche-là et qu'il y avait l'approche je sais plus quel auteur disait ça, du jardinier qui cultive, qui laisse les plantes pousser dans son jardin et ça donne son roman. C'est ça son écriture. Moi, je le vois comme autre chose. J'ai souvent l'impression, quand j'écris, quand j'ai une idée qu'il y a une histoire là, mais que je vais la déterrer en fait, que je suis un archéologue qui est en train de passer un petit coup de pinceau assez délicat sur un fossile en fait, et le fossile c'est l'histoire et il faut que je révèle ce fossile. Alors quelquefois je vais passer un petit coup de pinceau et en fait ce sera un caillou, et je serai comme ah mais non, ça c'est un os, et en fait c'est pas un os, ça fait pas partie du fossile. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir dévoiler petit à petit coup de pinceau, la structure globale de l'histoire, donc le gros squelette, le gros fossile. C'est ma vision des choses. Après, je pense basiquement que je fais aussi de la construction et tout ça, sauf que dans ma tête, c'est comme ça que je le visionne. Et c'est pour ça que j'ai aussi une approche où je pousse pas les choses, où j'essaie de faire leur connaissance, en fait. J'essaie de faire la connaissance de mon histoire. Alors bien sûr, je vais vous dire, je fais un plan. C'est-à-dire que souvent, je vais me forcer à écrire certaines parties, mais je vais vraiment pas être bloquée par lui. Si je me rends compte au fil de l'écriture que ça va plus, qu'il faut le remanier, je vais énormément le remanier. Il y a beaucoup de gens qui vont faire leur plan et stick to it, parce que la construction du plan va être la partie la plus difficile. Moi, j'écris mon plan et je le modifie énormément au fur et à mesure de l'écriture. Parce que je l'ai moins travaillé, en fait, à la base, aussi. Donc, basiquement, qu'est-ce que je fais comme travail préparatoire? Pour le coup, j'écris quand même pas mal d'histoires qui se passent dans des univers qui ne sont pas slice of life, qui ne sont pas des univers hyper réalistes où j'ai pas besoin trop d'inventer des choses. J'ai souvent toute une série de noms à inventer pour donner un environnement. Parce que quand on écrit, en fait, on ne va pas faire des recherches en design, on va donner des noms. Poser des noms partout. Tous ces noms que j'ai suggérés, ça va être des noms de background qui vont me servir. C'est une espèce de petit sac de noms dans lequel je vais pouvoir piocher pour reposer les noms si j'en ai besoin au cours de l'histoire. Donc j'ai aussi des noms d'environnement géographique. Important pour pas mal de gens, mais moins pour moi, parce que comme je l'ai dit, je fais connaissance avec mes personnages au fil de l'écriture. Les fiches perso. Perso, je vais poser surtout des éléments dont je vais avoir besoin tout de suite dans la narration, c'est-à-dire l'âge du personnage. Je vais pas faire une description physique très détaillée, parce que pour moi, ce qui est plus important, c'est ce que la personne renvoie, en fait, l'impression qu'elle renvoie. En littérature, je trouve ça chiant comme la mort, en fait, les descriptions trop détaillées. Il y en a qui sont très très bien faites. À partir du moment où tu vas insuffler de la poésie là-dedans, ça peut être sublime, mais je suis assez vite ennuyée par ça quand c'est juste en écriture blanche. Il a les cheveux de telle façon, il a le machin, il porte ça, de telle marque en plus. Enfin, ça t'as beaucoup ça en cheat lit, toutes les marques de vêtements, et je suis comme ah, tuez-moi, j'ai aucune idée de ce à quoi ça renvoie. Voilà, donc c'est assez, disons, synthétique. Et puis surtout, je pense que c'est parce que je dessine aussi, et donc pour moi, c'est plus important de dire voilà l'impression que ce personnage renvoie. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir dessiner quelque chose à partir d'une bibliothèque d'archétypes et de petits éléments significatifs dans lesquels je vais piocher. Typiquement, ce personnage a l'air un peu vulnérable et en même temps, il cache une force. Bah, du coup, tu vas faire quelque chose, là je pense, ça pop comme ça, mais il y a d'autres moyens de lire cet archétype-là. Tu vas dire, bon, alors je vais faire physiquement que c'est quelqu'un de frêle ou qui a une forme un petit peu, je vais dire quelque chose qui tombe, donc en triangle comme ça. Ça va être sa silhouette générale, les yeux, je vais aussi faire cette forme un peu tombante, mais on va faire un regard assez, peut-être des sourcils plus dynamiques qui vont trahir ce dynamisme latent, enfin des choses comme ça en fait, d'éléments significatifs. Et donc j'ai toujours ça en tête, donc j'ai
En écriture, on va se contenter de l'impression que le personnage envoie physiquement, mais quand même, si je dois dire un mot sur la couleur que les cheveux ont sous telle lumière, il faut quand même que je sache la couleur de cheveux. Mais je vais pas décrire « bon alors il a les cheveux de telle longueur, blablabla », enfin non, je fais pas des fiches comme ça. Et donc vous avez le début de son histoire, souvent je place ça, comment est-ce que le personnage va être introduit, et j'ai 2-3 adjectifs sur son caractère, mais ça c'est souvent assez forcé, parce que comme je l'ai dit, les personnages je les rencontre quand je les écris. Et donc ils vont se définir au fur et à mesure de mon écriture, et cette série d'adjectifs, souvent, elle n'est pas en phase avec ce que le personnage va devenir. Je fonctionne beaucoup en division en chapitres, quand même. Je pense là sur la fiction participative que j'ai lancée, dont je vous parle à chaque fin de vidéo, Confiné ou Confini. Pour le coup, je fonctionne pas en chapitres et ça va être plutôt des petites sections, mais je trouve que c'est important quand même de diviser, de rythmer son récit en fonction des événements, un événement par chapitre, ou un ou deux, quoi, en fonction du nombre de pages que tu dévoues à chaque chapitre. Alors on va passer à la dernière partie, le style. Qu'est-ce que le style? Comment qu'on développe son style? Oh là là! Alors, pareil que les fanfictions, le style c'est difficile à définir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que quoi c'est? Est-ce qu'il faut absolument tout sacrifier parce que c'est son style, c'est mon style de faire ci ou ça? Je pense que, comme en dessin, le style, ça va être juste une somme d'automatismes qu'on a. Le style, c'est ce que je peux pas faire autrement. Et donc, je pense pas qu'il faille y être si attaché que ça. C'est un peu une marque de fabrique qui va se développer malgré soi, le style. Ça peut être les thèmes que vous abordez. Je pense que ça peut aussi, on peut aussi identifier le style d'un auteur à ça. Ça peut être la façon dont vous écrivez, ça c'est certain. Ça peut être la somme de vos influences, en fait. C'est un peu tout ça, le style, je pense. La façon dont vous rythmez les histoires aussi. Je pense qu'on peut avoir une écriture blanche, c'est-à-dire la plus neutre possible, et avoir un style reconnaissable quand même, de par les thèmes qu'on aborde, qui reviennent d'une fiction à l'autre. Et je pense qu'avant de développer un style, il faut avoir en tête l'histoire. C'est vraiment le plus important. Et l'histoire est comment est-ce qu'on la transmet de la façon la plus efficace possible. Être compréhensible, être clair, c'est comme le découpage en BD. Avant de faire des beaux effets, vraiment viser à ce que les gens puissent comprendre ce que vous écrivez, ce que vous avez voulu transmettre. Après, évidemment, quand tu veux transmettre des sentiments, on peut y aller sur les figures de style et tout ça, mais fais-y gaffe, fais-y gaffe. Quelquefois, la neutralité implacable et juste le poids de certains mots suffit, ou le rythme du récit. Comment tu as build-up, comment tu as introduit cette action au préalable en mettant des indices, ou comment une action surgit justement de nulle part. Tout ça, ça va participer en fait de l'impact que ça va avoir sur le lecteur. Visez la clarté et visez à servir votre histoire. Quelle est la meilleure façon en fait de servir son histoire? Et je pense que là, des choix en termes d'écriture vont plus se jouer. Par exemple, si je veux écrire une histoire qui ait un goût un peu 19e siècle, ouais, n'hésite pas à aller un peu dans le passé simple, le vocabulaire fleuri, les trucs un peu chiants en fait, parce que le 19e siècle, il y a beaucoup de littérature efficace, mais maintenant ça sent un peu la naphtaline quand on lit des textes de cette époque-là. Et Dieu sait si j'en ai lu beaucoup, l'essentiel de la littérature russe date de cette époque, ou du moins de la littérature russe qu'on étudie. J'ai aussi étudié des traductions de vieux slavons, mais... Non, et puis j'aime beaucoup Dumas, c'est vraiment un de mes auteurs préférés, donc... Autre exemple, si tu veux par contre être dans la tête d'un enfant, faut viser un vocabulaire simple et par exemple utiliser du passé composé plutôt que du passé simple ou ce genre de temps. On a énormément, franchement c'est un truc, quand je passe à l'écriture en anglais, parce que j'écris aussi un peu en anglais, c'est quelque chose qui me manque, on a énormément de registres de langue, on a des vocabulaires qui ont du sens suivant, qui vont trahir d'où le personnage vient, qui il est et tout ça, donc vraiment vous n'hésitez pas à en jouer. Vous allez acquérir tous ces registres en lisant, quoi. Pas forcément en vous forçant à lire des trucs ignobles, mais en lisant plein de trucs variés, divers, blabla. Je pense que le style, c'est la somme des influences. Parce que moi, typiquement, ce que je retrouve dans mon écriture, j'aime beaucoup le côté synthétique d'une certaine littérature jeunesse, les trucs de l'école des loisirs. Basiquement, c'est souvent super bien écrit. Mon autrice préférée, c'est Malika Ferjouk dans ce groupe-là. Et elle a un sens de la synthèse dans ce qu'elle écrit, c'est ciselé en fait, et elle a c'est quelque chose de très vivant. Elle va faire des associations d'idées en construisant des images en arrière-plan. Je pense à une scène dans Broadway Limited où elle explique, elle
peint une scène. T'as des personnages qui s'installent à un bar, juste avec des tout petits détails, elle te plante un décor. Petit détail piqué là, piqué là, piqué là, hop, tu as un bar fourmillant, sans avoir détaillé tout le monde dans le bar, sans s'être attardé sur les vêtements que tout le monde porte. Non, t'as toute cette ambiance-là, tu les entends qui parlent, tu sens la fumée, tu sens la pénombre, enfin, c'est extraordinaire. Et puis, tu as cette personne qui, pas très loin des deux personnages qui discutent, est en train de construire une tour Eiffel avec des allumettes. Et alors, les personnages discutent et d'un seul coup, l'un d'entre eux fait une révélation. Et grâce à ce petit élément qu'elle a planté juste avant, la tour Eiffel s'effondra. On a d'un seul coup un espèce de mélange entre le psychologique, l'effet psychologique que cette révélation a eu sur le personnage et ce petit élément de décor derrière qui ajoute de la vie. C'est vraiment... cette scène m'a marqué, je la cite souvent pour dire voilà les styles que j'aime. Donc voilà, je vise à avoir ce genre de synthèse en fait. Synthèse dans le sens où on arrive en fait à suggérer beaucoup avec peu, mais aussi synthèse dans le sens où on va mixer plusieurs choses, donc l'émotionnel et ce petit détail très concret d'une personne qui fait cette action en arrière-plan. Et puis je pense que de Dumas et de pas mal d'auteurs du 19e, j'ai piqué des dialogues très truculents, très théâtrales. J'adore les scènes de groupe, j'adore écrire des scènes de groupe avec plein de personnages qui parlent, des conversations qui s'interrompent, des choses très vivantes en fait. J'aime bien écrire ça. Après justement, ça va souvent gêner la clarté de mes récits, donc je travaille à ça, mais... c'est ce que j'aime faire. Voilà. J'adapte aussi énormément mes textes à la voix de la narration du personnage parce que le jeu des registres est important pour moi. Mais il y a des auteurs qui ne le font pas, qui ont une voix narratoriale très très puissante. Je pense à des auteurs comme Pratchett. Et ça fonctionne, ça peut fonctionner pour eux. Mon ami Chat avait aussi une voix... d'auteur très très présente dans ses bouquins et ça marchait aussi. Une voix un peu ironique, un peu distanciée justement, qui empêchait quelquefois l'attachement au personnage mais qui marchait quand même bien. C'était un petit peu comme une série télévisée britannique avec une distance qui cache une tendresse en fait pour ces personnages. Voilà pour cette vidéo sur l'écriture. J'ai beaucoup ramble, je pense que je vais cutter beaucoup de choses parce qu'on en est presque à 40 minutes de blabla. Oh mon dieu, elles sont de plus en plus longues ces histoires, ces vidéos. C'est un peu typique de moi, toutes mes BD se deviennent plus épaisses au fur et à mesure et mes romans aussi. Constatez, il y a une légère augmentation de la largeur du deuxième tome par rapport au premier. J'écris, ça devient toujours de plus en plus long avec moi. Et bien, espérons que plus c'est long, plus c'est bon, que vous aurez apprécié cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vlogs les semaines suivantes. Je vous ai fait voter sur Twitter et ça va être des hate vlogs. Je vais juste expliquer pourquoi je déteste quelque chose. La prochaine vidéo, ça va être, je vais vous expliquer pourquoi je déteste Yuri on Ice en ce moment. Parce que mon point de vue pourrait évoluer, je change beaucoup d'avis. Ouais, je pense juste que ça peut avoir quelque chose de libérateur dans les circonstances actuelles, de voir quelqu'un s'énerver sur un média de façon aussi superficielle et inutile. Mais on va espérer que je vous apprenne 2-3 trucs ou qu'on ouvre un dialogue là-dessus quand même, avec cette vidéo sur Yuri on Ice. On va voir. À la semaine prochaine pour ça, du coup. Et voilà. Hello! Vous pouvez toujours me soutenir sur Utip et Patreon, lien en description pour m'aider dans mes divers travaux, avec quelques substantielles monnaies si vous avez, on sait tous que c'est un peu dur en ce moment. En tous les cas, en ce moment, du coup, avec le confinement, je lance un yaoi, l'écriture d'un yaoi participatif sur Twitter, dont le déroulement est en fait déterminé par vos votes, alors suivez-moi sur Twitter et aidez-moi à écrire cette histoire, c'est plutôt amusant.